Et je vous propose de regarder 2 petites séquences qui ont été beaucoup regardées sur les réseaux sociaux. Ce missile planté dans le toit qui n'a pas explosé est tombé à seulement quelques mètres d'un réacteur nucléaire. Alors que les prix de l'énergie donnent déjà le tournis, le sentiment d'impuissance et de choc face à la situation se traduit par des manifestations. De plus en plus de gens réalisent que cette crise aurait pu être évitée sans les sanctions contre la Russie et que quelqu'un doit répondre de leurs conséquences. Samedi, des centaines de manifestants sont descendus dans les rues de la capitale française. Les participants à l'action Résistance protestaient contre la politique des autorités qui, selon eux, n'aide en rien la population à supporter les conséquences de la crise économique. Et voilà, il n'y a pas eu de manifestation ce week-end, hein, ce n'est pas du tout vrai. Magali Barthès, on est en plein ici dans la propagande russe auprès du peuple russe. C'est l'un des vrais problèmes, c'est que nous n'avons plus maintenant des journalistes qui appliquent la charte de Munich, et nous n'avons plus de journalistes d'investigation, nous n'avons plus de journalistes qui essayent en conscience de comprendre un sujet et de faire des enquêtes à charge et à décharge, comme on dit. On a des journalistes maintenant qui sont là pour relayer un narratif. Voilà, ce qu'on appelle le storytelling aux États-Unis, ou narrative. Maintenant, c'est ça. Des gens comme Bernard-Henri Lévy, dont je parlais tout à l'heure, qui a table ouverte dans les médias. Mais en vertu de quoi ? En vertu de quoi ce monsieur qui s'est trompé sur tout, qui a créé des guerres, etc., en vertu de quoi il est constamment invité pour donner son appréciation des choses. Donc en réalité, moi, quand je suis avec des journalistes, j'ai l'impression que c'est moi le journaliste et que eux, ce sont les politiques. Ils sont là pour défendre un point de vue. Et moi, je suis là pour essayer de défendre ce qui est la vérité. Je disais tout à l'heure que si on fait une investigation comme je l'ai faite, on découvre que, en fait, l'Occident en général, l'OTAN et les États-Unis en particulier, ont une politique constante depuis des années pour essayer de détruire l'État russe. Quand je parle de cette réunion du Forum des Nations Libres qui a eu lieu à Prague le 22, 23 juillet, 24 juillet 2022, il suffit de regarder, d'aller chercher l'information sur Internet. Les médias français n'en ont quasiment pas parlé, mais si vous allez sur les médias anglo-saxons ou sur les médias allemands, etc., vous trouverez mention. Ou si vous allez sur le site Internet. Donc normalement, si nous étions dans un pays libre, il devrait y avoir des journalistes qui se seraient dit attention, attention, attention. Vladimir Poutine et la Russie, ils ont quand même des raisons d'avoir une espèce de complexe obsidional, comme on dit en français, c'est-à-dire le sentiment d'être entouré, d'être encerclé. Ils ont quand même des raisons. Il y a objectivement une politique déterminée venue de Washington qui consiste à détruire leur propre pays. Ça, c'est quand même quelque chose, une appréciation qu'il faudrait avoir à l'esprit. Autre appréciation qu'il faudrait avoir à l'esprit, on pointe du doigt tel ou tel massacre qui a pu avoir lieu lors de cette invasion russe. C'est peut-être vrai. Il n'y a pas de guerre sans mort. Moi, ce que je note en tout cas, c'est qu'il me semble, et je ne pense pas dire une énormité en le disant, je pense dire simplement la vérité, il me semble que Vladimir Poutine fait en sorte qu'il y ait le moins de civils possible qui soient tués, à la différence des Américains. Parce que lorsque les Américains, ils interviennent au Vietnam, en Irak, etc., c'est avec des B-52 qui sont à 8000 mètres d'altitude et qui font du carpet bombing. Résultat, on estime à plusieurs centaines de milliers, sans doute plusieurs millions de morts civils, des femmes et des enfants, notamment avec les 2 guerres d'Irak. Et ça, les médias occidentaux n'en parlent pas. Donc il y a un 2 poids 2 mesures qui est en train d'entraîner en fait le monde occidental et les médias occidentaux dans le discrédit général. Ils feraient beaucoup mieux, à mon avis, d'essayer. Ils pourraient redorer leur blason s'ils tenaient des propos qui soient nuancés en montrant de part et d'autre le point de vue. Mais regardez ce qui s'est passé lorsque Amnesty International, qui pourtant est un truc financé là aussi par la NED et George Soros, mais ils ont fait un rapport où ils ont un peu renvoyé dos à dos la Russie et l'Ukraine. Mais le simple fait qu'ils ne fassent pas de l'Ukraine une description sulpicienne, comme si Zelensky était une espèce de saint de l'Église catholique, le simple fait qu'ils montrent qu'il y avait des turpitudes côté ukrainien a fait un scandale chez un certain nombre de journaux. Donc le problème, il vient du fait que nous avons une presse qui est à peu près aussi libre que la presse française en 1941-42, voilà. Et Internet. Le problème, c'est que ça crée tout un écosystème qui n'est plus libre, parce que
là, vous faites référence à Amnesty International, mais finalement, on voit que les experts de l'AIEA sont un peu dans le même cas de figure. Oui. Alors eux, c'est l'ONU, ils sont très embarrassés. Ils sont très embarrassés. Et alors, il y a, vous savez... quand vous avez un peu d'expérience ou la sagesse de la vie, vous savez que c'est le Bouddha qui disait les bonnes et les mauvaises actions finissent par être sanctionnées comme elles le doivent. En fait, quand vous verrouillez l'information, quand vous prenez un parti pris outrageusement en faveur d'un camp, c'est assez évident pour tout le monde, vous tuez la liberté de penser, la liberté de réflexion, et vous confirmez des dirigeants dans une folie. Actuellement, les dirigeants occidentaux, et les Français en particulier, sont dans la folie générale. Comme il n'y a plus de vraie opposition qui peut se manifester, si ce n'est que par Internet, qui est l'équivalent de la BBC en 1940, on a des dirigeants qui perdent complètement pied avec la réalité. Enfin, un des derniers trucs en date, moi franchement, je me suis frotté les yeux à 2-3 reprises quand j'ai lu ça. C'est quand même la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, qui a dit que s'agissant de l'augmentation du prix du gaz russe, il fallait mettre un maximum à ce prix. Je sais pas, on est demandeurs, on a pu, les Russes sont en situation de quasi-monopole, en tout cas sur cette affaire. On est demandeurs. Elle veut mais chère madame lui a répondu aussitôt Vladimir Poutine, ne vous inquiétez pas, on vous fournit plus rien du tout. Toutefois, l'épidémie a été remplacée par d'autres défis également de nature mondiale qui menacent le monde entier. Je veux parler de la fièvre des sanctions de l'Occident, de ces tentatives agressives et flagrantes d'imposer des modèles de comportement aux autres pays, de les priver de leur souveraineté et de les plier à sa volonté. Il y a une chose qui est certaine, c'est que le monde occidental maintenant est devenu un univers où on ne peut plus poser de questions sur quoi que ce soit. Vous avez toute une série de sujets absolument tabous sur lesquels le simple fait de poser une interrogation, aussitôt vous êtes catalogué. J'en parlais avec Madame Royal, mais c'est pareil sur la Covid. C'est pareil, vous avez vu ce qui s'est passé avec l'affaire de Thomas Pesquet là, sur l'affaire de la Lune, etc. C'est quelqu'un qui pose des questions. Mais comment va-t-on franchir les ceintures de Van Allen? Comment se fait-il que... Aussitôt, vous êtes catalogué, c'est absolument... Et vous avez, en grand maître des cérémonies, vous avez le journal Le Monde qui explique à chaque fois ce qu'il faut penser. Et donc, on est à sommet de penser quelque chose. Alors, ce que je trouve assez dingue, c'est que on est censé être un pays je suis Charlie, on a tout le droit de tout dire, et ça n'est pas exact. La moindre interrogation vous met dans un camp. Comme je le disais tout à l'heure, le problème c'est qu'il n'y a plus de contre-pouvoir et donc on a des fous maintenant qui sont au pouvoir. Est-ce que l'Europe veut acheter du gaz russe ou est-ce qu'elle ne veut pas? Je ne comprends plus. C'est-à-dire que dans un premier temps, on a l'Allemagne qui a le gazoduc Nord Stream 2, il est bon, ça y est, il est prêt à fonctionner. Et puis l'Allemagne a refusé de certifier au dernier moment, sur pression américaine, a dit non, on ne veut pas de ce gaz. Après, il y a eu des histoires, on va boycotter le gaz. Après ça, quand Poutine dit bon bah ok, je coupe le gaz, à ce moment-là c'est un scandale, vous nous coupez le gaz. Donc, oui, puis alors si je peux me permettre, il faut aussi préciser pourquoi Vladimir Poutine coupe le gaz, c'est que en fait il peut pas être payé. Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis il y a une mesure de rétorsion aussi. Enfin, je veux dire, il y a des limites quand même, au fait de tendre la joue gauche quand on a été frappé sur la joue droite. Ce qui est absolument terrifiant, c'est que vous l'avez vu, la Russie a engrangé 158 milliards de dollars depuis le début de l'année sur les ventes de ces hydrocarbures pour un coût de 100 milliards. La Russie a engrangé 58 milliards de dollars de plus que ce qui était prévu. Ça veut dire que non seulement ces sanctions ne fonctionnent pas, comme il était prévu, non seulement elles ne mettent pas l'économie russe à genoux, mais c'est l'inverse. C'est qu'en plus, on surpaye la Russie. Donc normalement, n'importe quelle personne censée devrait appliquer ce que disait Confucius en moins 500 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la seule véritable erreur, c'est de ne pas corriger ses erreurs. Moi, je trouve que honnêtement, la Commission européenne, Macron, etc., viendrait devant les Français et dirait « Écoutez, voilà, je vais vous dire la vérité, on a pris des mesures contre la Russie. Il se trouve que, malheureusement, ces mesures ne fonctionnent pas comme on l'avait prévu et même favorisent notre adversaire. Donc et en plus de ça nous nuisent, puisque nous allons avoir une augmentation considérable des coûts d'énergie, qui est en train d'entraîner sans doute une baisse du niveau de vie des Français, ou des peuples d'Europe, mais en plus de ça, la destruction d'un certain nombre de nos industries, notamment des PME.
Parce que elles sont les clients professionnels n'ont pas la même, il va pas y avoir le même bouclier tarifaire que pour les particuliers. Donc on voit fleurir déjà en Allemagne, en Italie, en France des faillites d'entreprises qui ne peuvent plus être à l'équilibre financier avec un surcoût majeur des produits énergétiques qui sont nécessaires. Accessoirement, ce bouclier tarifaire dont vous parlez, il coûte de l'argent à l'État. Bien sûr. Alors accessoirement, ça c'est encore un autre sujet. C'est les 24 milliards d'euros qui sont prévus, qui vont être financés là aussi, sans doute en aggravant encore la dette, mais on y reviendra peut-être dans un instant. Et si je dois résumer, finalement, s'il n'y avait pas de sanctions contre la Russie, il n'y aurait pas besoin de bouclier. Bien sûr. Donc il n'y aurait pas besoin de dépenses publiques. Et puis on est siphonné, enfin dans tous les sens du terme. On nous prend énormément d'argent pour donner en fait à ce qui est notre adversaire. Alors, normalement, là, il faudrait dire, écoutez, on arrête. Non, on a affaire à des gens qui sont des idéologues, qui foncent dans le mur et qui préfèrent plutôt que de se dédire. Mais il y a une grandeur, le fait de dire je me suis trompé. Bien sûr. Moi, parfois, ça m'arrive de me tromper comme tout le monde. Quand je me trompe, moi, j'essaie de dire, oui, là, je me suis trompé. Mais là, en l'espèce, depuis 15 ans, je ne me suis pas beaucoup trompé. Et au contraire, j'ai vu le coup arriver dans tous les sens. Et là, Macron, s'il disait demain aux Français, écoutez, je me suis trompé, je vous prie de m'excuser, c'est de ma faute. Eh bien, on va tout arrêter et on va refaire une stratégie comme Orban, d'ailleurs, qui a du gaz à très bon marché. Mais je pense qu'il y a beaucoup de Français qui diront, voilà un chef d'État, c'est quand même Non, il s'enferme. Et en fait, il accuse les Français. C'est-à-dire que nous avons un résultat de la politique actuelle qui est le résultat de toutes les erreurs qu'il a faites dans tous les domaines. Et ses prédécesseurs. Et ses prédécesseurs, oui, il faut pas disculper ni Hollande ni Sarkozy. Et de toute façon, tout ça étant dans un cadre européen, M. Macron semble découvrir le caractère délirant du marché de l'énergie, du marché de l'électricité en Europe. La surpuissance de l'Occident depuis 1945, et notamment des États-Unis, tient d'abord et avant tout à l'avantage dollar. C'est d'ailleurs la capacité des Américains d'émettre de la monnaie qui était acceptée partout dans le monde comme une monnaie de règlement et de transaction. Donc du temps où il y avait, juste pendant les accords de Bretton Woods, il y avait un ressort de rappel, c'est que les États-Unis devaient pouvoir rembourser en or. C'était les accords de Bretton Woods. C'est d'ailleurs ce que, quand De Gaulle a vu que les États-Unis émettaient de plus en plus de dollars sans tenir compte de leur encaisse or, c'est là que De Gaulle a commencé à attirer l'attention du monde entier et à faire rapatrier de l'or en France à partir des dollars qu'on possédait en France. C'était ce qu'on a arrêté de faire avec Pompidou. Voilà, bien sûr, c'était sur les conseils de Jacques Rueff. Mais depuis De Gaulle est mort et depuis lors, on a eu une explosion générale. En fait, on peut considérer que les États-Unis ont vécu au crochet du reste de la planète avec de la monnaie de singe. Voilà la vérité. Ce qui, évidemment, a quand même été compris par d'autres puissances. Et ce qui est la grande nouveauté depuis maintenant quelques années, c'est que la remontée en puissance de la Russie, de la Chine, qui sont devenus la Chine est la première armée du monde en nombre d'effectifs, et dans les 5 premières armées en nombre d'équipements militaires. La Russie est sous certaines spécialités première armée devant les États-Unis. Vous avez vu les missiles hypersoniques que la Chine, que la Russie dont ils disposent, ce dont ne disposent pas encore les États-Unis. Donc on a maintenant affaire à des pays surpuissants et qui commencent justement maintenant à s'attaquer au vif du sujet. Vous savez que si Kadhafi a été démoli, c'est qu'il remettait en cause le privilège dollar. C'est-à-dire qu'il y en a qui l'ont payé de leur vie, le fait de remettre en cause le privilège dollar si vous étiez le chef d'État d'un petit pays. Mais là, quand vous avez des mastodontes comme la Russie ou la Chine qui viennent de se décider de multiplier en effet, comme vous l'avez dit, les échanges en roubles et en yuan, et donc en se passant et du dollar et bien entendu de l'euro qui compte pour du beurre, eh bien ça veut dire que c'est désormais le vecteur numéro 1 de la puissance mondiale des États-Unis qui est en train de s'effondrer. Et c'est un véritable basculement. Alors vous avez dit un mot effectivement sur le décès d'Élisabeth II. Qu'on soit monarchiste ou qu'on soit pas monarchiste, je crois que tout le monde peut reconnaître une chose, c'est que c'est une femme qui a quand même pendant 70 ans quand même tenu à son poste avec une très grande dignité. Voilà. Elle était là, raide comme un i, elle était là toujours avec son manteau, son chapeau et son sac à main, en serrant des mains, en allant à des charities, en inaugurant des chrysanthèmes. Je dis quand même, elle était la représentante d'une époque, d'une Europe où il y avait certes
des aristocrates, une monarchie, mais il y avait des devoirs qui étaient assujettis à ça. Elle avait un immense sens de son devoir. Je suis pas sûr que la vie d'Élisabeth II, bien sûr, il y avait des côtés brillants, coruscants, comme on dirait, voilà. Mais en revanche, tous les jours que Dieu fait, faire sa mise en pli, être avec un sac à main pour aller serrer des mains, il faut quand même le faire. Bon. Et je pense que elle représentait... Y compris à la veille de sa mort, d'ailleurs. Y compris, enfin, je veux dire, c'est quand même une femme qui avait une force de caractère assez extraordinaire. Quand on voit les enfants, on s'aperçoit qu'il y en a qui ne sont là, on a l'impression qu'ils veulent simplement profiter de la situation sans s'astreindre à une même rigueur comportementale. Et moi, j'ai un petit peu tendance à voir de façon symbolique, je trouve que il y a quelque chose qui est assez malsain, qui est assez funeste. Moi, je serais la première ministre britannique, elle lui serre la main, moins de 48 heures après, elle décède. Vous savez, il y a beaucoup de pays du monde, alors les anciens, sous la Grèce antique, sous les pharaons, ils auraient poussé des cris d'horreur devant un tel événement. Mais même à notre époque, en Chine populaire, par exemple, même dans la Chine communiste, on a recours à des géomanciens, on a recours pour le feng shui, on a recours également à des gens qui tirent les cartes pour savoir à quel jour il vaut mieux inaugurer des trucs. Donc, les phénomènes paranormaux existent dans la psyché humaine, est plus ou moins marqué dans certaines civilisations. Vous avez vu qu'il y a eu, au moment du décès d'Élisabeth II, il y a eu un double arc-en-ciel complet qui s'est élevé à Buckingham. Ça a été repris en photo. Toute la presse américaine, du Commonwealth, etc., tout le monde reprend ça, un peu comme si les gens se rendaient compte, d'une façon symbolique, que c'est la vieille Europe qui disparaît définitivement. Élisabeth II, c'était l'un des derniers chefs d'État du monde. Il y a peut-être Margrethe du Danemark qui fête ses 50 ans de règne, mais à part elle, je n'en vois plus beaucoup, qui ont été chefs d'État et qui ont reçu ou qui ont été reçus du temps de Charles de Gaulle. Et elle était même chef d'État du temps de Vincent Auriol et de René Coty. Donc, elle a connu, je crois, 10 présidents de la République française, 7 ou 8 papes et 15 premiers ministres. D'une certaine façon, c'est la fin de l'Europe d'avant. Et quand je vois que Liz Truss, elle fait partie du World Economic Forum, quand je vois qu'elle dit qu'elle est prête à appuyer sur le bouton nucléaire face à la Russie, ça me fait un petit peu froid dans le dos.